Bastien Larreau a atteint les quarts de finale au tournoi d'Anvers en Belgique en battant en 2 manches l'Israélien Amos Mansdorf. À plus tard. TVA Sport est fier de s'associer aux œuvres de bienfaisance pour enfants Ronald McDonald du Canada. Le hockey, le sport national des Canadiens, qui, dès leur jeune âge, sillonnent les surfaces glacées les plus proches pour imiter les faits et gestes de leurs héros. Quel jeune garçon n'a pas rêvé au moins une fois de se retrouver un jour aux côtés des grands du hockey et de devenir lui-même une vedette de la Ligue nationale? Avec du courage et de la détermination, on peut souvent atteindre son but dans la vie. Mais malheureusement, certains enfants n'auront peut-être jamais cette chance. Quotidiennement, ils doivent lutter contre un ennemi souvent inconnu pour seulement espérer qu'un jour, on trouvera le remède qui leur permettra d'avoir le droit de rêver comme les autres. La recherche médicale est leur salut, au même titre que la recherche de l'excellence est l'apanage des étoiles du hockey. L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey et les œuvres de bienfaisance pour enfants de Ronald McDonald du Canada présente le défi 4 contre 4. Et en direct du Cobbs Coliseum à Hamilton, notre premier match ce soir oppose le Québec à l'Ontario. Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, les amateurs de hockey sont en manque. Après tout, ça fait maintenant 40 jours qu'ils sont privés de leur sport favori. Qui a raison, qui a tort? Dans le conflit que posent les joueurs et les propriétaires, ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, ce qui est important, c'est que des millions de personnes un peu partout en Amérique du Nord se sentent actuellement lésées de ne pouvoir suivre le déroulement d'une saison qui s'annonçait pourtant fort prometteuse dans la Ligue nationale. Et une chose est sûre, les joueurs veulent jouer. C'est la raison pour laquelle ils sont près d'une cinquantaine ici à Hamilton pour participer pendant les 3 prochains jours au défi 4 contre 4. Oh, le jeu ne ressemblera à rien de ce qu'on voit normalement dans la Ligue nationale, mais une chose est sûre, c'est que le style préconisé, la formule, va fournir des moments fort excitants. Et à la description, on va retrouver un duo qui a fait les délices des amateurs de hockey pendant plusieurs années sur les ondes de TVA au Québec. Je parle bien sûr de Richard Garneau et Michel Bergeron qu'on va retrouver immédiatement. Alors merci Jean-Paul Chartrand. Bonsoir Michel. Bonsoir Richard. Michel, je pense qu'on va assister quand même à quelque chose d'excitant. Mais je ne sais pas si nos téléspectateurs s'attendent à une avalanche de buts, étant donné que nous avons là parmi les meilleurs joueurs offensifs de la Ligue nationale. Mais ce ne sera peut-être pas le cas. Ça ne sera peut-être pas le cas, justement, Richard, parce que d'abord, on a 4 gardiens de but de qualité, il faut bien le dire, et aussi 4 instructeurs de qualité. Des instructeurs qui ont gagné. Cet après-midi, j'ai parlé à Yvan Cournoyer, et pas nécessairement que Yvan Cournoyer a dit à ses joueurs « on y va en attaque ». Je pense que les 4 instructeurs, dont Gordie Howe qui va diriger l'Ouest, parlent du contrôle de la rondelle. Et là, à ce moment-là, peut-être ça va être moins de garochage de rondelles, comme on dit, et on va essayer de fignoler des situations de 2 contre 1, 3 contre 2, mais sûrement que les défenseurs vont vouloir se porter à l'attaque. Mais sans la rondelle, on va voir, Richard, ce soir, un deuxième effort, parce que les professionnels qui sont en uniforme ce soir, ce sont tous des joueurs fiers. Ils vont vouloir en donner au public. Ils ont hâte, justement, de jouer devant ce public. Et ici, à Hamilton, ça a bien répondu. C'est ce qu'on nous souhaite, d'ailleurs. Mais quand on parle des entraîneurs, Michel, certainement celui qui a le plus d'expérience, c'est Yvan Cournoyer. Parce que Gordie Howe, que je sache, n'a jamais été entraîneur dans la Ligue nationale, ni Doug Wilson, et ni Paul Anderson. Ni Paul Anderson. Et Cournoyer, lui, a l'expérience du roller hockey. Et Yvan, avant le match, c'était drôle parce qu'il était nerveux. Hein? C'est peut-être oui. la même chose que se préparer pour un match de série éliminatoire du roller hockey qu'il a dirigé cette année, ou comme joueur de hockey. Et Yvan Cournoyer nous a dit une chose, c'est que l'important pour lui était de gagner. Il a dit qu'il dirait à ses joueurs ce soir, c'est bien entendu, il faut jouer. Donc, si on est pour les jouer, ces matchs-là, pourquoi pas les gagner?
Et on a vu, là, à l'intérieur de son équipe, comme dans toutes de toutes les équipes, c'est la victoire qui est importante. Ça, c'est le but de tout joueur professionnel. Et les gens vont assister justement à un bon spectacle parce que, justement, tout le monde veut gagner. Et des vedettes, Michel, il y en a. Hein? Il y en a. J'ai calculé, je pense qu'il y avait 4 ou 5 marqueurs de 50 buts la saison dernière. Il y a au moins une dizaine de ces joueurs qui ont marqué 40 buts et plus l'année dernière et qui sont fringants, si on s'en remet à ce qu'on a vu là, à la période d'échauffement. Lorsqu'on parle de l'élite de la Ligue nationale, bien c'est ce qu'on va voir durant ces 3 jours à Hamilton. Et les joueurs veulent en donner au public, encore une fois, je le dis, parce que c'est peut-être ce qui rapproche le plus les joueurs dans ce conflit, le public et les joueurs. Les joueurs veulent que le public soit de leur côté. Alors, merci Michel. Je pense que maintenant, nous allons retrouver notre collègue François Gariepi. Merci Richard Garneau. Oui, nous sommes dans le vestiaire de l'équipe du Québec à l'instant. Vous savez que ce tournoi est organisé entre autres pour générer des profits qui seront versés, eux, aux œuvres de bienfaisance pour enfants Ronald McDonald. Et j'ai avec moi pour nous en parler M. Pierre Ladouceur, qui est le directeur senior du marketing pour McDonald au Québec. Pierre, bonsoir. Salut François. Comment on en est venu d'abord à s'associer à l'événement et à quoi servira l'argent pour de bon? Ben, mon Dieu, on va avoir un bel événement. Je pense que ça va être très excitant. Ça s'avère, en tout cas. Ça va commencer dans quelques minutes. Il y a une grosse complicité qui est en train de se développer entre les charités et le sport. Le sport, ça tire beaucoup, les gens aiment ça. Puis, bon, ben, il y a un beau côté là-dedans, les joueurs peuvent aider différentes charités. Malheureusement, il y a beaucoup de besoins. Alors, les œuvres de bienfaisance pour enfants Ronald McDonald ont un seul but, c'est d'aider des enfants dans le besoin. Et maintenant, on peut peut-être se demander quelle forme ça prendra. Est-ce que ça ira au manoir Ronald McDonald ou à d'autres associations parrainées par le fonds en question? Ce qu'on espère, c'est qu'il y a plusieurs charités à travers le Canada et surtout au Québec qui vont pouvoir en bénéficier. Le manoir Ronald McDonald de Montréal en est un. On espère cette année pouvoir l'agrandir. Il y a un bonhomme qui va essayer de nous aider, Patrick Roy, qui a formé sa propre fondation, qui a comme but d'aider à agrandir parce qu'il y a un besoin. Un petit 400 000 peut-être qu'on espère aller chercher avec ça? On espère un petit peu plus que ça même. On nous a garanti que plus que 300, mais moi je pense que peut-être un petit 450. Merci Pierre Ladouceur et bon match au pluriel. Hein. Merci beaucoup. Moi, je vous rappelle également, si vous nous écoutez, bien sûr, vous le faites, que ce soir, le concours Allo TVA pourrait générer encore de bonnes choses, dont faire des personnes chanceuses, gagnantes, puisque un des téléspectateurs gagnera un des 25 voyages bons pour 2 en Jamaïque. Il faut s'inscrire cependant, il faut donc téléphoner au numéro qui va apparaître à l'instant à l'écran. Il s'agit du 1-900-870-ALLO. Et au cours du match, Marie-Soleil Touga pourrait bien vous téléphoner, alors soyez attentifs et attentives. Vous écoutez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Alors, nous sommes de retour au Copps Coliseum et en compagnie de Michel Bergeron. On va tenter de déterminer un petit peu comment ça fonctionne, ce fameux défi 4 contre 4, parce que c'est pas évident, Michel l'a mentionné au début d'émission, ce n'est pas comme un match de hockey. Alors, si on y allait immédiatement avec les règlements. Oui, Jean-Paul, du hockey complètement différent. D'ailleurs, tous les matchs seront d'une durée de 20 minutes. Le match de championnat, lui, sera 2 périodes de 20 minutes. Mais le 20 minutes n'est pas du temps arrêté. Il y a seulement 4 joueurs sur la patinoire, avec un gardien de but, donc ça amène beaucoup de jeux offensifs, bien entendu. Et les mises au jeu seront en début de match et après chaque but. C'est-à-dire que durant la rencontre, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Exemple, pour un hors-jeu ou un arrêt du gardien de but. Il remet immédiatement la rondelle. Le gardien de but est obligé de remettre immédiatement la rondelle au jeu. Et aucune pénalité pendant le match. Aucune pénalité durant la partie. S'il y a des infractions, l'arbitre détermine, et l'arbitre sera Ron Hogarth, détermine les punitions à la fin du match qui seront des lancers de pénalité à ce moment-là. En cas de match nul, bien entendu, c'est une fusillade qui détermine le gagnant de la partie. Ce qui est fort excitant. Et puis, quand on parle de fusillade, bien sûr qu'il y en aura aussi des fusillades. C'est avec ça qu'on va agrémenter le spectacle, et ça, c'est toujours très apprécié du public. Alors, les règlements maintenant de la fusillade. 16 joueurs et 6 gardiens font partie de cette fusillade-là. C'est une compétition 2 joueurs, chaque lancé chacun. Et en plus de ça, ça a été tiré au hasard. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous a dit. En cas d'égalité, un lancé par joueur et le premier but détermine le gagnant, bien entendu. Et après 2 rondes, bien, les 2 meilleurs gardiens de but passeront au championnat des gardiens de but. Et ça sera déterminé par le pourcentage
des arrêts des gardiens de but. Alors, ça va être sûrement très excitant et c'est, comme je le mentionnais, c'est probablement ce que les amateurs vont aimer le plus. Du côté spectaculaire, on va avoir un bon spectacle. Et en plus de ça, il faut bien penser que les joueurs ne sont pas ici pour subir des blessures. Donc, à ce niveau-là, tout va bien aller. Merci, Michel. On s'en va retrouver maintenant François Guerrier. Oui, de retour dans le vestiaire d'équipe Québec qui vient de se préparer là, pour sauter sur la glace. Si ce défi est présenté, c'est bien sûr qu'il y a un conflit de travail qui dure depuis plus d'une quarantaine de jours. Et malgré les rumeurs qui ont circulé aujourd'hui, on nous assure qu'il n'y a pas suffisamment de progrès à la table de négociation pour que cela cesse, ce conflit-là, prochainement. On a donc tenté de vous faire comprendre les enjeux du conflit, le comment, le pourquoi, et de vous également rappeler comment le tout s'est déclenché par un reportage que nous vous présentons à l'instant. Qui aurait dit en septembre que le hockey serait paralysé aussi longtemps, voire qu'il n'y aurait peut-être même pas de saison du tout? Sûrement pas l'optimiste Jacques Demers qui voyait à préparer son club pour une saison qui ne s'annonçait pourtant pas facile pour le Canadien. Il faut dire que les joueurs sont allés jusqu'à proposer une entente qui aurait permis de jouer tout en négociant et en évitant une grève ou un lock-out. Ce sont les propriétaires qui ont refusé, quitte à déclencher ce conflit. Je pense que les joueurs ont présenté aux propriétaires à la dernière minute de garder le statu quo et de promettre de ne pas faire de grève durant la saison et durant les séries éliminatoires et commencer la saison comme prévu le 1er octobre. Et la réponse des propriétaires, si on garde le statu quo une année, au mois d'octobre, l'an prochain, au mois de septembre, on va être au même point où on est actuellement. Alors, c'est un peu les problèmes que les équipes ont actuellement, c'est avec le présent système. Alors, garder le statu quo, c'est de continuer d'avoir des problèmes. Il n'y a aucun doute qu'il faut que le système soit corrigé. Le système ne marche pas. Il faut le mettre à la portée de l'économie, de notre sport, de notre industrie d'aujourd'hui, qui malheureusement, ça arrive, ce problème-là, alors que tout était prêt boomer aux États-Unis. Le hockey, ça aurait pu devenir le sport numéro 2 ou 3 avec l'espace que nous donne le baseball, l'espace que va nous donner le basketball, etc. Or, on ne profitera pas de cette opportunité-là, mais encore là, peut-être dans 15 jours, on va pouvoir en profiter. Une fois que la saison fut officiellement retardée, Bob Goodnow pour les joueurs et Gary Bettman chez les propriétaires se sont appropriés toute la place. Et la négociation a tourné parfois ce qui nous a semblé être une lutte de pouvoir entre deux professionnels du monde des relations de travail. What we are doing and what the Board of Governors has determined we should do is that we are going to reconfigure the schedule to provide for an October 15th start for a full 84-game season with playoffs that will conclude in June. Goodnow, enfin stratège, s'est assuré à 2 occasions de bien informer les agents de joueurs lors d'autant de rencontres organisées à Toronto. On voulait s'assurer chez le syndicat que les tentatives de séduction du commissaire Bettman auprès de ses influents personnages ne fonctionneraient pas. Dans ce cas-là, victoire à l'association des joueurs. Et là, je pense que tout a vraiment avancé. Je pense que l'ancienne ère de Alan Eagleson de tout cacher, je pense que ça n'a pas porté fruit aux joueurs. Et puis les joueurs aujourd'hui ont un peu plus de guts que nous dans notre temps. Nous autres, on avait peur de faire front à nos propriétaires. Fait que nous, on était un peu cachés en arrière et puis on suivait. Maintenant, les jeunes dans la société, ils sont plus au courant, puis ils voient un peu plus ce qui se passe. Et puis on voit aujourd'hui que les anciens joueurs, ils n'ont rien. Fait que les joueurs aujourd'hui ne sont pas fous, ils ne veulent pas aboutir dans la même position que nous. Cependant, des perdants, il y en a plus que soupçonnés. Et pas seulement chez les joueurs, mais aussi chez les employés de certaines équipes qui ont perdu leur travail, chez les restaurateurs, les hôteliers, chauffeurs de taxi et compagnie. Le cas de certains joueurs est aussi un peu désolant. Éric Charon venait enfin d'obtenir un poste avec Tampa Bay après 5 saisons dans les mineurs. Le lockout le prive et de sa chance et de son salaire, de quoi avoir envie de retourner dans les ligues mineures. J'aurais bien aimé aller à Atlanta pour une fois en 5 ans. J'aurais peut-être aimé aller dans les mineurs, mais j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Il y avait un lockout, puis la bonne nouvelle, c'est que je faisais l'équipe. Mais je me suis exposé dans mon appartement le lundi, puis c'est malheureux. Mais... Les joueurs ne cherchent cependant pas la pitié du public et ne se font pas d'illusions quant à son appui dans le présent conflit. La première chose qui les frappe, c'est le salaire des joueurs. Puis après ça, ils ne veulent pas regarder en arrière de ça. Ils ne veulent pas vraiment savoir ce qui se passe, pourquoi les joueurs acceptent pas un cap salarial. Ils ne savent peut-être pas la raison. Une vérité à travers tous ces chiffres et toutes ces chicanes portant sur un plafond de salaire, une taxe punitive ou un abandon de la clause d'arbitrage, les joueurs ne s'attendaient pas à ce que toute la saison puisse être compromise. Tout le monde espérait que ça allait être moins long que ça. C'est évident qu'on voulait en venir à un règlement le plus tôt possible, mais on était préparé par contre à avoir un non-conflit comme ça. On s'était parlé au mois d'octobre, mois de septembre, puis
la façon que ça négociait, Bob Woodland nous avait prévenu que ça pouvait se faire jusque-là. Puis même si on espérait en arriver à une entente rapide, c'est un petit peu ça qui est arrivé. Il n'y a pas eu de développement. Puis jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose de positif qui sont sortis des meetings. Si par miracle une entente était signée sous peu, bien que cela semble peu probable, un autre camp d'entraînement sera sûrement nécessaire. C'est pas une situation idéale pour les gardiens de but. Mais je peux dire que j'ai eu du plaisir. C'est certain que, advenant le cas, on commencerait la saison, on aurait peut-être besoin de rehausser un peu la condition physique. Nous entrons dans une période de sprint. Si d'ici la fin décembre, il n'y a pas d'entente, eh bien, il n'y aura pas de hockey de la Ligue nationale non plus. We've always talked about the fight that the owners have started and the fact that they wanted to lock out and maybe possibly end hockey for the entire season. That was a possibility. It remains a very real possibility. And as time goes on, and the chances are every day more greater that the entire season will in fact be lost. And the players understand that. It's most unfortunate, though, but it's indeed a reality. So, François Gardiepi pour TVA Sport. Alors, ce sera maintenant le début de la fusillade. Si on regardait, Michel, au tableau, qui affrontera qui? On aperçoit Vincent Danfous et Mike Modano. Mike Modano, États-Unis, Vincent Danfous du Québec. On sait que Danfous est avec les Canadiens, Modano, lui, avec Dallas. Il faut bien dire, Richard, que tout a été choisi au hasard. On va pouvoir voir deux joueurs de la même formation s'affronter. En première ronde, bien entendu, Modano et Danfous contre les gardiens de but, Patrick Roy et Martin Brodeur. Il y a Stevens, d'un défenseur, Stevens contre Shanahan. Et les gardiens de but en présence seront Joseph et Fior. Jeremy Roenick des Blackhawks de Chicago rencontrera Doug Gilmour, une belle confrontation contre Ely et Van Beesbrook. Et Bob Sweeney qui, lui, remplace Pat Lafontaine ce soir contre Raymond Bourque. Et les gardiens en présence, Roy et Brodeur. Et aussi, dans la première ronde, Dave Andreychuk contre Luc Robitaille, les gardiens de but Joseph et Fior. Paul Coffey, deux défenseurs, contre Larry Murphy, les gardiens de but Healy et Van Beesbrook. Hall contre Sakic, les gardiens de but Roy et Brodeur. Eric Lindros et Recchi contre Joseph et Fior. Et après cette confrontation, il restera évidemment 8 gagnants qui se rencontreront demain soir, vendredi, mais nous les présenterons en différé samedi après-midi. Et la grande finale, eh bien, avec les 4 qui vont rester samedi soir. Contre les deux meilleurs gardiens de but, Richard, samedi soir, qui auront la meilleure moyenne de buts accordés. Alors, on aperçoit les costumes qui ont été faits spécialement, comme on l'a dit, pour cette confrontation. Vincent Danfous qui est à gauche de l'écran, Mike Modano à droite. Modano, on le sait, est un marqueur de 50 buts. Et Danfous, lui, en a réussi 40 la saison dernière. Et on a vu, Richard, dès le début du réchauffement, quand même, les joueurs démontrer une certaine nervosité, parce que c'est la première fois cette année que les joueurs vont être confrontés au public avec tout ce qui s'est passé. Donc, les joueurs un peu nerveux, mais les joueurs très enthousiastes. Alors là, il y a Mike Modano qui sera le premier à tirer au but, fera face à Patrick Roy. La rondelle qui a été installée au centre de la patinoire. Modano, un très habile compteur, un très habile marqueur, un joueur extrêmement rapide aussi. Une grande vedette chez les Stars de Dallas. Alors voilà, première confrontation, Modano contre Patrick Roy. Tente de le déjouer, mais bel arrêt de Patrick Roy. Et Mike Modano qui a voulu faufiler la rondelle entre les jambières de Patrick Roy. Patrick Roy qui n'a pas bougé, a laissé Modano faire le premier geste et a fait un très bel arrêt. Alors Vincent Danfous des Canadiens maintenant. Il fonce en plein centre. Danfous qui s'approche, le tir et bel arrêt encore une fois. Et bien Brodeur là, qui réussit l'arrêt. Les gardiens de but qui en ce début de fusillade ont le dessus. Encore une fois, le gardien de but, le jeune Martin Brodeur qui lui ne bouge pas, laisse le joueur, l'attaquant Danfous s'exécuter en premier. Alors ça se fait rapidement, un deuxième tir par Modano, c'est encore arrêté par Roy, mais là ça ne compte pas parce qu'il a pris son retour. Exactement, sur un lancer de pénalité, le premier lancer est important. Le retour ne compte pas pour un but, c'est ce qui est arrivé dans le cas de Modano. Modano 0-2, Danfous maintenant, de l'autre côté, devant Brodeur. Oh, il a voulu le déjouer, mais Brodeur avait bien suivi la rondelle et c'est 0-2. Vincent Danfous a voulu montrer probablement la même séquence que sur le premier lancer. Il a feinté la passe, voulu revenir sur le revers,
mais Brodeur l'a intercepté avec son bâton. Et là, c'est Modano de l'autre côté, devant Brodeur. Autre arrêt, 0 en 3 pour Modano. Et là, on a changé de gardien de but, c'est-à-dire Modano qui allait contre le jeune Brodeur et Brodeur qui a placé son bâton à ras la patinoire qui a fait l'arrêt. C'est Danfous contre son coéquipier Patrick Roy maintenant. Le tir et voilà un but. Vincent Danfous, il marque contre son propre gardien. Il est 1 en 3. Exactement. Danfous a fait le geste de la tête, a faufilé la rondelle entre les jambières de Patrick Roy. Modano qui doit absolument marquer là s'il veut passer au tour suivant. Non. Modano éliminé. C'est Vincent Danfous qui remporte la victoire contre Mike Modano, donc il va passer au tour suivant. Il va quand même tirer au bout juste pour la forme. Et là, c'est l'arrêt de Patrick Roy. Évidemment, il y avait avantage à ne pas marquer contre Roy. Ben, disons que pour la moyenne de buts accordés pour Patrick Roy, parce qu'on sait qu'on va décider de faire le pourcentage à la toute fin pour les deux meilleurs gardiens de but pour la finale. Alors, Danfous qui bat Mike Modano 1-0. Et maintenant, changement de gardien. C'est le gardien de l'Ontario, Curtis Joseph. Et l'autre, c'est celui de l'ouest du pays, c'est-à-dire Grant Fuhr. Et la confrontation, ce sera Scott Stevens contre Brendan Shanahan. Les deux qui ont été impliqués là, dans cette transaction Saint-Louis, New Jersey. Et on doit donner l'avantage à Brendan Shanahan, qui lui est un joueur d'avant, un joueur offensif, un compteur de 50 buts dans la Ligue nationale. Shanahan qui a connu une excellente saison la saison dernière. Il a obtenu 52 buts. Alors les voilà, Shanahan à la gauche de l'écran et Scott Stevens à la droite. Les deux font partie de l'équipe de l'Ontario. Et Grant Fuhr qu'on a vu, le numéro 31. Et de l'autre côté, c'est Curtis Joseph. C'est Scott Stevens contre Curtis Joseph. La fin des buts. Oh, très belle feinte de la tête de la part de Stevens qui choisit la partie supérieure et je dirais prend un peu par surprise Joseph. Il a décoché le lancer très rapidement. Voilà Brendan Shanahan maintenant contre Grant Fuhr et un autre but. Des tirs secs, Michel. Exactement. Et disons qu'on laisse peut-être voir au gardien de but qu'on va le déjouer, mais on lance très rapidement. Un très bon lancer du poignet. Stevens, encore une fois, contre Curtis Joseph. Et là, c'est l'arrêt. L'arrêt de Curtis Joseph. Alors, voyons voir ce que Brendan Shanahan fera de l'autre côté. Et Stevens a préféré y aller encore une fois du lancer, mais Joseph avait prévu le coup. Voilà Shanahan, le tir et l'arrêt de Grant Fuhr. Même stratégie de la part de Shanahan. On voulait faufiler la rondelle entre les jambières de Grant Fuhr, qui a fait l'arrêt. Ce sera maintenant Stevens contre Grant Fuhr. Deux tirs de chaque côté. C'est 1-1. Et là, c'est l'arrêt de Fuhr. Un tir très faible de Stevens. Très faible. On a voulu faufiler la rondelle entre les jambières sous le bâton de Grant Fuhr. Brendan Shanahan maintenant contre Curtis Joseph. Oh, et le but, un beau but de Shanahan. Un but qu'on peut appeler à retardement. Il a laissé Joseph faire le premier geste, tomber sur la patinoire et Shanahan, à ce moment-là, a lancé dans la partie supérieure du filet. Et Stevens au pied du mur et au bel arrêt de Grant Fuhr avec la mitaine. Shanahan, donc, Michel, qui est assuré de remporter la victoire. Mène 2-1. Voilà pour la forme. Shanahan contre Curtis Joseph. Encore une fois, de la même façon, Michel. De la même façon, contre son coéquipier Curtis Joseph. Brendan Shanahan, donc qualifié pour le tour suivant. Vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Alors, nous poursuivons notre fusillade. Maintenant, c'est Jeremy Roenick des États-Unis qui est opposé à Doug Gilmour de l'Ontario. Et les gardiens, Michel? Il est du côté de l'Ontario. Et bien entendu, on voit ici Doug Gilmour, Jeremy Roenick, deux amis. Mais dans une confrontation semblable, il n'y a pas d'amis. Et on voit ici Van Beesbrook, le gardien de but de l'équipe des États-Unis. Alors, Van Beesbrook, c'est un gardien que tu connais bien. Michel Dor. Roenick d'abord contre Glenn Healy. Roenick, un très habile marqueur. Et vous en avez la preuve. Jeremy Roenick, premier essai, premier succès. C'est au tour de Doug Gilmour. Et c'est une des premières fois qu'un joueur déjoue le gardien de but au lieu d'y aller d'un lancer sec. Alors voilà Gilmour contre Van Beesbrook et il rate complètement la cible. Et Gilmour qui a choisi le côté du bâton de Van Beesbrook rate le filet.
Encore une fois, Jeremy Roenick qui mène 1-0. C'est son deuxième tir contre Glenn Healy. Et encore une fois, il réussit à marquer. C'est 2-0. Oh, une petite feinte qu'on emploie habituellement dans les entraînements. Je pense que Jeremy Roenick a pris par surprise Glenn Healy. Gilmore, encore une fois, au pied du mur. Et là, c'est l'arrêt de Van Beesbrook. On a vu que Gilmore a voulu y aller de finesse, mais c'est peut-être pas la qualité première de Gilmore d'être un franc-tireur. C'est plutôt un bon fabricant de jeu. Alors là, c'est Roenick contre Van Beesbrook. Et choisit de tirer au but. C'est le premier qui décide de faire un tir comme celui-là, mais Van Beesbrook qui fait l'arrêt. Un lancé, Richard, à la Bobby Rousseau sur un échappé, mais qui n'a pas porté fruit. Gilmore contre Healy, son coéquipier de l'Ontario. Complètement raté. Eh bien, c'est pas la soirée de Doug Gilmore, du moins jusqu'à maintenant. Espérons qu'il va être meilleur dans le match. Oh, oui. Donc, Roenick qui est assuré de la victoire. Un quatrième tir contre Van Beesbrook. Et là, c'est l'arrêt de Van Beesbrook qui a fait dévier sur sa gauche. Et Roenick qui l'emporte 2-0 contre Doug Gilmore. Qui a été généreux, je pense, cette fois-ci pour Van Beesbrook aussi, qui aussi. doit surveiller sa moyenne. Et Gilmore qui connaît décidément une très mauvaise fusillade, là, qui touche le poteau. Il avait déjoué le gardien, mais malheureusement pour lui, il a touché le poteau. Donc, victoire de Jeremy Roenick, 2-0. Il passe au tour suivant, c'est-à-dire au tour des 8. Et là, maintenant, Richard, on va voir Phil Housley contre Raymond Bourque. Deux des défenseurs les plus spectaculaires du circuit. Alors, Phil Housley qui remplace Bob Sweeney, qui devait lui-même remplacer Pat Lafontaine, mais on a décidé que Housley avait peut-être plus de talent comme marqueur que Bob Sweeney, qui n'a pas marqué tellement de buts au cours de sa carrière. Bonne décision de la part des entraîneurs. Excellente. Et Housley qui est un joueur très, très, très habile. Et Raymond Bourque, ben, lui, quand on parle de sa carrière, je pense que ça nous prendrait une brique pour en parler. Une carrière absolument remarquable. Lorsqu'on parle d'un bon défenseur qui allie autant l'offensive que la défensive, Raymond Bourque est l'exemple parfait. Un de tes voisins, Michel? Un de mes voisins, oui, toujours. Toujours. Alors voilà, c'est Phil Housley. Housley, voilà le tir et le but pour Phil Housley. Et Phil Housley, qui lui a feinté d'une façon magistrale, a forcé Patrick Roy à faire le premier geste et il va sur le côté du gant. Raymond Bourque maintenant contre Martin Brodeur et c'est un bel arrêt de Martin Brodeur. On voit que le jeune Brodeur est de plus en plus à l'aise. Il harponne la rondelle sur Raymond Bourque qui n'a aucune chance de la faufiler derrière lui. Housley, encore une fois, contre Patrick Roy. Et là, c'est l'arrêt de Roy. Housley qui mène toujours 1-0. Semblable au premier jeu, au premier but de Phil Housley, mais Patrick Roy s'est ajusté rapidement, a fait l'arrêt. Deuxième tir de Raymond Bourque, qui tente de déjouer. Oh, quel bel arrêt de Martin Brodeur avec la mitaine. Et Raymond Bourque qui a essayé de feinter, d'y aller du côté du revers, mais Martin Brodeur ne lui a donné aucune chance, a fait l'arrêt avec le gant. Eh bien, ça sera difficile pour Raymond Bourque. Housley maintenant contre Brodeur. Et voilà le but. 2-0. Quelle main. Quelle main de la part de Phil Housley. Très sûr de ses moyens. Il savait exactement ce qu'il avait à faire. Il n'a donné aucune chance à Martin Brodeur. Et c'est Raymond Bourque qui est au pied du mur contre Patrick Roy. Et il rate la cible. Un jeu semblable à ce que Phil Housley avait fait, mais Raymond Bourque n'a pas touché la cible. Donc, aucun but dans le cas de Raymond Bourque. Et on peut dire tout de suite que c'est la victoire de Phil Housley contre Raymond Bourque, puisqu'il mène 2-0 et que ce sera le dernier tir. Une belle feinte, mais Brodeur qui n'a pas mordu. Et Phil Housley qui gagne 3-0. Et un dernier tir pour Raymond Bourque, déjà battu. Est-ce que Bourque réussira à éviter le jeu blanc? Non. Non. Alors Raymond Bourque qui est battu 3-0. Vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Alors voilà, c'est l'équipe du Québec que vous apercevez à l'écran. Alors les défenseurs, Raymond Bourque, Éric Desjardins, Gary Garley, Steve Duchesne et Sylvain Lefebvre. Et les attaquants, Michel? Oui, Vincent Danfous, Benoît Hogg, Joël Junot, Claude et Jocelyn Lemieux, Luc Robitaille, Donald Audette. Il faut bien dire que Jocelyn Lemieux et Donald Audette remplacent Denis Savard et Stéphane Richer. Et on est prêt pour cette première confrontation. Voilà l'équipe de l'Ontario. Alors les défenseurs, Rob Blake,
Paul Coffey, Norm McIver, Larry Murphy et Scott Stevens. Et les attaquants Dave Andreychuk, Jeff Arnott, Doug Gilmour, Eric Lindros, Kurt Muller, Brendan Shanahan et Pat Verbeek et le gardien de but, bien entendu, Curtis Joseph. Alors c'est lui, Curtis Joseph, qu'on aperçoit à l'écran en ce moment. Il faut dire que cette équipe de l'Ontario, quand on regarde la production offensive des joueurs qui en font partie, c'est quand même assez fantastique. Les défenseurs, les 5 défenseurs ont accumulé 72 buts la saison dernière et les attaquants, Michel, 269 buts. Et c'est de loin, cette équipe de l'Ontario, celle qui a la meilleure moyenne offensive. Il faut bien dire, Richard, que l'équipe de l'Ontario a l'appui de la foule ici à Hamilton. Lorsqu'on a présenté les joueurs, la foule a donné une ovation, surtout à Doug Gilmour, Dave Andreychuk, les 2 joueurs des Maple Leafs de Toronto. On peut, pendant qu'on aperçoit Patrick Roy, on se souvient l'année dernière, moyenne de 2,50. Celle de Curtis Joseph était de 3,10. Alors Patrick, 35 victoires, 17 défaites, 11 matchs nuls. Joseph, 36 victoires, 23 défaites et 11 matchs nuls. Alors on est prêt, donc on le rappelle, c'est 4 contre 4. Les 2 défenseurs de l'équipe Québec en ce début de match, Raymond Bourque et Steve Duchesne. Les attaquants, il y a Joey Junot en compagnie de Luc Robitaille. Pour l'Ontario, Gilmour et Andreychuk, un joueur extrêmement populaire ici, Andreychuk, puisqu'il est né à Hamilton. Et les défenseurs, j'aperçois Larry Murphy. Et l'autre, c'est Paul Coffey. Paul Coffey. 4 contre 4. Il y a une ligne rouge, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Oui. On l'a fait disparaître aussitôt que la rondelle est sur la patinoire. Ce qui veut dire, Michel, qu'on peut se permettre des passes de derrière le filet jusqu'à l'autre ligne bleue. Exactement, des bombes, comme on peut appeler. De toute façon, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a pas de pénalité telle quelle. Michel Bergeron l'a expliqué tout à l'heure. Si l'arbitre Ron Hogarth, puisque c'est lui qui est l'arbitre du match, doit imposer une pénalité, ce sera transformé en tir de pénalité à la fin de la rencontre. Alors, on va voir si la prédiction de Michel va s'avérer. Il pense qu'il n'y aura pas autant de buts qu'on l'aurait cru. On verra bien. On verra bien. Alors, c'est à la mise en jeu, Junot devant Doug Gilmour. Gilmour qui participe à cette série jusqu'à samedi soir et qui, en principe, dimanche, quitte pour la Suisse. Et son salaire aussi à Doug Gilmour qui, lui, sera versé à l'association des joueurs. Un beau geste de sa part. De toute façon, je pense qu'aux yeux du public, les joueurs comme les propriétaires ont beaucoup à se faire pardonner. Alors voilà, c'est le début du match. Un match de 20 minutes sans arrêt de jeu. C'est Raymond Bourque qui a la rondelle. La remet rapidement à Joey Junot qui s'amène sur le flanc droit. La passe était pour Robitaille, mais tout de suite rejoint par Larry Murphy. Murphy qui va tenter d'organiser l'attaque. Voilà sa passe complétée de l'autre côté à Gilmour. Gilmour, une passe en retrait, mais c'est intercepté par un beau jeu de Luc Robitaille. Et plutôt, c'était Junot. Là, c'est Robitaille qui rate la passe. La rondelle reprise par Coffey. Coffey qui décide de retraiter derrière son filet. Le relais à Gilmour. Gilmour qui a levé la tête vers la rondelle. Reprise par Andreychuk. Aux prises avec Duchesne. Et c'est finalement Junot qui a hérité du disque. La remis à Bourque. À Junot. Ils ont joué ensemble pendant un court moment, Junot et Bourque, avec les Bulls de Boston. C'est que Junot est maintenant rendu à Washington. Yvan Cournoyer qui fait des changements du côté de l'équipe Québec. Hogg est maintenant sur la patinoire en compagnie de Sylvain Lefebvre des Nordiques. La passe à Danfous de l'autre côté, mais c'est intercepté par Scott Stevens. On voit, Richard, que quand même les ouvertures se font en début de match, là, pas tellement nombreuses. On est très prudent d'un côté comme de l'autre. On va te donner raison, Michel, si ça continue. Il y a 1 minute 15 secondes d'écoulé dans ce match de 20 minutes. Là, c'est Rob Blake, un joueur qui devrait bien faire dans un match comme celui-là. Blake est un défenseur extrêmement mobile, très habile. Stevens, dégagement jusqu'à la ligne bleue du Québec. C'est repris par le numéro 7, Jason Arnott. Sylvain Lefebvre a fait un très bon jeu en défensive. Il a bloqué un 2 contre 1. Descente de Hogg qui tente de déjouer Stevens, réussit le tir et l'arrêt de Curtis Joseph. Beau jeu de Hogg. Il y a un joueur du Canadien du côté de l'Ontario. En ce moment, c'est Kurt Muller. En tout et partout dans cette série, il y a 4 joueurs des Canadiens, c'est-à-dire Roy, Desjardins, Danfous et Muller, et 2 des Nordiques de Québec, Joe Sakic et Sylvain Lefebvre. Gary Galley, le seul anglophone avec cette équipe du Québec. On sait que Galley est né à Montréal. Passe maintenant. Un beau jeu intercepté par
par l'Ontario. Et là, c'est reprise pour le Québec. La descente de Jocelyn Lemieux. Voilà son tir. La rondelle qui dévie sur le bâton de Murphy. Lemieux qui fait une chute derrière le filet. Rondelle qui sera reprise par Donald Audette. Ce sont des remplaçants de dernière minute, Jocelyn Lemieux et Donald Audette, puisque Stéphane Richer est apparemment blessé. Descente de Murphy maintenant. Déjoubourg, un 10 qui se rend faiblement jusqu'à Patrick Roy, qui n'a pas été mis à l'épreuve depuis le début de cette rencontre, où il y aura bientôt 3 minutes d'écoulées. La passe à Duchesne, voilà son tir. Oh, bel arrêt de Curtis Joseph. Très bon lancer au filet pendant que Audette obstruait le but du gardien de but. Là, c'est Robitaille. Robitaille pour Joey Juneau, mais ce dernier qui n'a pas réussi à capter. Là, c'est une passe qui est allée de Mahler jusqu'à Blake. Blake qui a fait dévier jusqu'à Gilmore. La passe à Mahler, à Gilmore, en retrait. Et ça s'arrête devant Steve Duchesne. Rapidement, le relais jusqu'à Luc Robitaille. Luc Robitaille, il y a Claude Lemieux qui est là aussi avec Joey Juneau. Donc, il n'y a qu'un seul défenseur et c'est Sylvain Lefebvre sur cette descente de Steve Andreychuk. Andreychuk aux prises avec Lefebvre. Une passe pour Stevens, mais la rondelle qui dévie jusqu'à Lemieux. Une bien faible mise en échec de Lemieux contre Scott Stevens. Je pense qu'on n'en verra pas beaucoup de mises en échec. Du moins, pas très sévère, Michel. Sûrement pas. On voit les changements très, très rapides de la part des deux instructeurs. Il y a une passe qui est interceptée par Lemieux. Voulait remettre à Juneau, mais c'était un peu trop long. Et de toute façon, Juneau qui avait été rappelé au banc, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de hors-jeu. Et le gardien, Michel, ne peut pas immobiliser le disque. Non, il doit le remettre en jeu le plus rapidement possible. Puis une passe interceptée devant le filet par Danfous. Danfous, un relais qui a été intercepté par Andreychuk. Et heureusement pour l'équipe du Québec, Andreychuk a tout de suite été rejoint par Danfous. Une passe et voilà, une descente à 2 contre 1, le tir, bel arrêt de Joseph. Danfous maintenant, le tir et autre arrêt de Joseph. 2 arrêts consécutifs de Curtis Joseph. Et la contre-attaque de Lindros, mais rejoint immédiatement par Benoît Hogg. Jusqu'à maintenant, avec presque 5 minutes d'écoulée, le Québec a eu l'avantage. Sûrement des lancers de qualité, les deux derniers de Benoît Hogg et Vincent Danfous. Maintenant, c'est Murphy, mais ça passe touche en bâton. Le disque revient à Arnott. Arnott, son tir a dévié à la gauche du filet. Une rondelle qui est reprise par Éric Desjardins. Une passe qui se rend maintenant jusqu'à Jocelyn Lemieux. Lemieux rejoint par Jason Arnott. Et une passe qui est interceptée devant le filet par Rob Blake. Blake. Une rondelle qui lui revient. Une feinte, la passe, le tiré. Là, c'est Roy qui a le dernier mot. La rondelle est dans son gant. Là, il doit la remettre en jeu. On attache l'importance, Richard, à l'aspect défensif. On a vu Jocelyn Lemieux aussi. Là, il y a un arrêt du jeu. C'est pour une publicité. Nous allons faire une pause. Vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Alors, c'est toujours 0-0. Michel, les tirs au but, 3 par le Québec et 1 par l'Ontario. Et sûrement, la meilleure séquence offensive a été le lancer de Benoît Hogg et Vincent Danfous, qui, à ce moment-là, a pris le retour de lancer. Et Curtis Joseph a fait 2 bons arrêts. Déjà repris, c'est Duchesne. Duchesne de l'autre côté à Juneau. Joey Juneau qui remet à Raymond Bourque. Bourque qui s'aventure derrière le filet de l'équipe de l'Ontario. Donc, Duchesne et Bourque sont les défenseurs. Et Juneau et Robitaille, les attaquants pour le Québec. Pour l'Ontario, Shanahan. Voilà un arrêt de Roy sur un tir de Kurt Muller. Roy qui laisse le disque à Duchesne. Rapidement, le relais à Bourque. Bourque qui entre dans le territoire de l'Ontario, cherche un coéquipier. La passe est interceptée par Scott Stevens. Et là, c'est une descente de Brendan Shanahan, mais qui va échouer au pied de Steve Duchesne. Je suis impressionné par la forme physique des joueurs, Richard. On se replie rapidement. Et là, c'est Robitaille qui réussit à déjouer 2 défenseurs, mais finalement, il a été rejoint. Il a été rejoint, c'est Norm McIver qui l'a empêché de tirer au but, le seul représentant des sénateurs d'Ottawa, McIver. Un tir bloqué par Patrick Roy, un tir faible. Voilà Lefebvre, la passe à Claude Lemieux. Lemieux qui est là en compagnie de Danfous. Il y a également Benoît Hogg. Il n'y a qu'un seul défenseur et 3 attaquants pour le Québec en ce moment. Stratégie d'Yvan Cournoyer. Exactement, stratégie que Yvan a sûrement utilisée avec les Roadrunners. Donc, il veut mettre peut-être un peu plus de pression du côté de l'attaque. Là, c'était de Hogg pour Danfous, mais ça a été intercepté en défense. Et Doug Gilmore, la passe à Lindros. Eric Lindros, une passe beaucoup trop haute et beaucoup trop vive.
La rondelle qui va jusque derrière le filet de l'équipe du Québec. C'est Danfous maintenant qui va tenter d'organiser une attaque avec 13 minutes et 4 secondes à faire dans ce match. La passe de Lemieux jusqu'à Hogg. Hogg qui repousse le disque derrière le filet de l'équipe de l'Ontario. Il y a peut-être quoi, Michel, 12, 13 000 personnes qui assistent à ce match ce soir. Oui. C'est quand même bon pour un jeudi soir. Évidemment qu'il n'y aura plus de monde. Ouf, un tir qui a été arrêté en défense maintenant. Retour à Andrew Chuck. Son tir a touché le défenseur de l'équipe Québec. C'est la descente maintenant de Jocelyn Lemieux. Jocelyn Lemieux en compagnie d'Éric Desjardins, mais c'est intercepté. C'est Andrew Chuck en compagnie de Jason Arnott maintenant. Andrew Chuck, voilà un tir, la rondelle qui touche un bâton qui tombe chez les spectateurs. Donc forcément, il y a un arrêt de jeu là-dessus, mais tout de suite, le juge de ligne qui remet une autre rondelle en jeu. On voit, Richard, que les joueurs là, commencent à être un peu fatigués. C'est un feu roulant. On n'arrête pas d'aucune façon. Donc, à ce moment-là, les présences sur la glace sont écourtées. Et quand il y a un hors-jeu, Michel, c'est que la rondelle passe à l'équipe adverse. Exactement. Là, c'est Gary Galley. Galley qui perd à Furbeek. Furbeek qui a remis derrière à Muller. La passe en retrait à Blake. Là, c'est dangereux. Le tir au bel arrêt de Roy avec beaucoup de circulation devant son filet. Et là, c'est l'équipe Ontario qui presse le pas dans le territoire de l'équipe Québec. Voilà un tir arrêté en défense. Là, c'est Kirk Muller maintenant, mais son tir à lui a touché le défenseur Éric Desjardins. La meilleure séquence offensive de l'équipe de l'Ontario depuis le début du match. Et c'est 3 tirs au but maintenant pour l'Ontario et 4 pour le Québec, mais c'est toujours 0-0. Gary Galley, en compagnie de Raymond Bourque, Robitaille et Joey Junot. Gilmore, Shanahan, Coffey pour l'Ontario. Il y a également Norm McIver qui est là. On sait que ce McIver est un défenseur offensif. Très offensif. Très habile, très rapide. Il n'a pas connu tellement de succès jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale. C'est peut-être à cause... C'est un défenseur, il n'est pas très lourd. C'est ça. Et Richard, on voit là, depuis le début du match, les défenseurs dans des situations 1 contre 1, comme on voit ici, bien, se font rarement battre. Gilmore, une passe qui était destinée à Coffey, mais Coffey qui était retenu. Je ne sais pas si Ron Hogarth a hésité, voulait peut-être infliger une pénalité, en fait, un tir de pénalité. On le saura en fin de match, il y a des tirs de pénalité. Là, c'est Robitaille. Robitaille aux prises avec Coffey. Et là, finalement, perd à Coffey. Et Ron Hogarth qui a sifflé, parce que c'est une pénalité, donc ce sera un tir de pénalité en fin de match pour l'équipe Québec. Je ne les ai pas comptés jusqu'à maintenant. Il y en a peut-être eu d'autres, là, mais je ne les ai pas remarqués. Pas beaucoup. Parce que tout se déroule très rapidement. On est presque à mi-chemin dans ce match. Il reste précisément 10 minutes 15 secondes. Et c'est toujours 0-0. Et c'est 4 tirs au but de chaque côté. En début de match, le Québec a nettement dominé. Mais là, l'équipe de l'Ontario qui se reprend, qui devient de plus en plus dangereuse à mesure que le match progresse. Stevens, la passe, c'était pour Lindros, mais on l'empêchait de décocher un tir au but. Benoît Hogg a soulevé le bâton d'Eric Lindros à la toute dernière minute. Ça, c'est Lindros, une passe qui touche un patin. Finalement, le disque qui revient à Jason Arnott. Derrière le filet, c'est Lindros. Lindros derrière à Blake. Blake, la passe à Arnott. Le tir au bel arrêt de Roy. Voilà le but. Eric Lindros et l'Ontario qui mène 1-0. Un très bon jeu de Rob Blake qui prend un lancer au filet. Et à ce moment-là, Patrick Roy a fait tout un arrêt contre Jason Arnott. Mais Eric Lindros se retrouvait seul avec un filet béant. Disons que les défenseurs du Québec à ce moment-là ont manqué de vigilance. On n'a pas accordé la protection à Patrick Roy dans le sens qu'il ne fallait pas qu'Eric Lindros saute sur le retour du lancer. Donc, un but qui vient à 11 minutes et 53 secondes. Ontario 1, le Québec 0. Là, Yvan Cournoyer qui a délégué. Il y a Donald Gaudette qui est là en compagnie de Jocelyn Lemieux, également Gary Galley et Éric Desjardins pour l'Ontario. McIver, Andrew Chuck et Furbeek sont là. Et là, la foule qui réagit à l'annonce du but de Eric Lindros. Voilà une échappée. C'est Donald Gaudette de tirer le but. Donald Gaudette et c'est 1-1. On voit que la Ligue rouge, lorsqu'il n'y a pas d'importance, on voit la longue passe de Desjardins à Audette qui n'hésite pas dans la partie supérieure contre Curtis Joseph. Et vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA.
Alors, le marqueur du but de l'équipe du Québec, Donald Audette, et nous allons le revoir, Michel, ce but. On voit une grande passe. On voit que les joueurs ne sont pas préoccupés par la ligne rouge. Et à ce moment-là, c'est une passe qu'on appelle 2 zones. Et Desjardins repère facilement le jeune Audette, qui lui n'hésite pas et lance dans la partie supérieure. Bien, on assiste à un très bon match jusqu'à maintenant, un match très serré en tout cas, puisque c'est 1-1, 5 tirs au but de part et d'autre, et il reste 11 minutes 30 secondes à faire dans ce match. Là, c'est Steve Duchesne en compagnie de Raymond Bourque, Luc Robitaille et Joey Junot qui sont là pour l'équipe Québec. Pour l'Ontario, Murphy et Scott Stevens sont les arrières. Gilmore en compagnie de Andrew Chuck. Kirk Muller également qui est là. C'est Kirk Muller en fait qui est en compagnie de Gilmore. Larry Murphy qui s'approche du filet. Laisse la rondelle à Gilmore. Gilmore aux prises avec Joey Junot. C'est Junot qui lui vole le disque. La passe à Robitaille qui remet derrière. Je ne sais trop à qui. Je pense que c'était destiné soit à Bourque ou soit au gardien Roy. Allez, voilà un tir arrêté. Ouais, ben, un beau jeu de Raymond Bourque. Raymond Bourque est toujours dans une forme physique splendide, Michel. Bourque, une passe qui se rend jusqu'à Duchesne. Voilà un tir arrêté en défense. Le retour à Junot. La passe devant le filet. Le tir et bel arrêt de Curtis Joseph sur un tir à bout portant de Luc Robitaille et un dégagement jusqu'à la ligne 2 de l'équipe Québec. C'est 1-1 avec 7 minutes 30 à faire dans le match. Sylvain Lefebvre. Une passe qui a été interceptée derrière le filet par le gardien Curtis Joseph. La descente maintenant de Brendan Shanahan. Shanahan de l'autre côté à Eric Lindros, l'auteur du but de l'Ontario. Oh, quel jeu de Lindros, mais finalement, il a raté la cible. Et c'est la contre-attaque. Une contre-attaque rapide autour de Claude Lemieux. Belle passe. Une belle passe de Claude Lemieux, mais finalement, c'est arrêté par le défenseur. Retour à Lemieux. Lemieux en compagnie de Benoît Hogg. Et c'est une rondelle qui est reprise par Eric Lindros. La passe pour Brendan Shanahan. Avec 6 minutes 50 à faire dans le match, c'est toujours l'égalité 1-1. Voilà Vincent Danfous, la feinte et le tir et l'arrêt de Joseph. Un autre tir qui a raté la cible, toujours de Danfous, aux prises avec Coffey et Lindros. Et ce sera la sortie de l'équipe de l'Ontario autour de Paul Coffey. Le match se déroule à vive allure, Richard. Mais on s'attendait un peu à ce que ça se déroule à vive allure, mais là où Michel Bergeron avait raison, c'est qu'il n'y a pas une avalanche de buts. C'est 1-1. Il y en a eu 2 jusqu'à maintenant. Le voilà Coffey. Coffey qui est tout bronzé. Je suis certain que depuis le début de ce conflit, il ne s'est pas entraîné beaucoup. Là, une attaque de l'équipe du Québec, mais qui va échouer au pied de Murphy. La passe à Scott Stevens qui relaie à Andrew Chuck pour Jason Arnott. Maintenant, un tir bloqué par Roy. Le retour pris par Desjardins et la passe, mais on indique un arrêt de jeu. Hors jeu, donc. Mais le jeu continue quand même, sauf que c'est l'Ontario qui reprend possession du disque. Murphy à Andrew Chuck. Andrew Chuck qui déjoue Donald Audette. 2 coéquipiers à une certaine époque avec les sabres de Buffalo. Audette remet derrière, c'était décidé à Desjardins. Desjardins qui n'attendait pas la passe. Le disque qui s'est rendu jusqu'à Patrick Roy. Audette de l'autre côté, c'est Garley maintenant. Jusqu'à Donald Audette. Audette qui joue bien. Nouvelle stratégie de la part de l'équipe du Québec. Beaucoup plus de longues passes. Et voilà maintenant un tir qui a été bloqué en défense, un tir du défenseur Norm McIver. Contre-attaque de Luc Robitaille, rejoint par Scott Stevens. Robitaille, la belle passe, et voilà le tir de Junot, la rondelle qui touche un bâton et qui tombe chez les spectateurs. Immédiatement, le juge de ligne qui remet la rondelle à un des joueurs de l'Ontario, c'est à Norm McIver. Beaucoup de jeux en croisé, Richard, ce soir, et ça, c'est dû à la qualité des joueurs qui sont sur la patinoire. Et là, c'est Doug Gilmore qui s'approche, entraîné derrière le filet, réussit néanmoins à conserver le disque, mais sa passe par la suite est interceptée. Donc, l'interception de Steve Duchesne, le relais à Joey Junot. Junot qui me semble particulièrement en forme. En fait, comme tu le soulignais, les joueurs en général sont dans une forme assez surprenante. Là, c'est la passe à Duchesne. Duchesne à Raymond Bourque. Bourque pour Robitaille. Robitaille pour Bourque, mais c'était derrière lui. Bourque qui reprend la passe à Robitaille. Encore 4 minutes 18. Ouais, elle a tout fait un seul devant le filet. Junot et le but! Raymond Bourque. Quel jeu de la part de Robitaille à Junot, à Raymond Bourque qui se retrouvait complètement seul derrière Junot. On voit que les défenseurs n'ont pas peur de se porter à l'attaque. Et c'est ce qu'on appelle le jeu tic-tac-toe.
de Robitaille à Junot, à Raymond Bourque. Ce jeu vaut le prix d'admission. Quel jeu! Et le Québec, oui, c'est vrai que c'est un vrai beau but. Alors, c'est Raymond Bourque qui donne cette avance à l'équipe du Québec et il ne reste que 3 minutes 40 à faire dans le match. Il y a Hogg qui s'était démarqué, mais la passe était un peu trop longue. Danfous qui reprend son propre retour. Descente maintenant de Larry Murphy en compagnie de Eric Lindros. Murphy qui décide de tirer au but la rondelle qui a effleuré le bâton de Sylvain Lefebvre. La rondelle lui revient, il la perd immédiatement chez Lindros. La passe et le tir. Oh! L'arrêt de Patrick Roy sur un tir de Kirk Muller. Un tir à bout portant, mais un tir, Michel, qui a été quel arrêt de Patrick! Mais c'est un tir. Mais on voit la concentration de Patrick Roy. Seulement 3 minutes à jouer dans cette période. Légère bousculade là entre Lindros et le mieux, mais je dis bien légère. Là, c'est Lindros, encore une fois aux prises avec le mieux. Mise en échec. On n'en a pas vu souvent de ces mises en échec, mais s'il y a 2 joueurs susceptibles d'en faire, c'est bien le mieux et Lindros. Ces athlètes-là qui sont des compétiteurs, tranquillement, ça peut changer. On a vu les contacts entre Lindros et Claude Lemieux. J'imagine que Yvan Cournoyer, avec 2 minutes 35 à faire, Michel a dû demander à ses joueurs d'être un peu plus prudents maintenant en défensive. Et là, c'est Garley en compagnie de Desjardins. Il y a aussi Jocelyn Lemieux et Donald Odette pour l'équipe du Québec. Pour celle de l'Ontario, il y a Brendan Shanahan qui était en maraude au centre de la patinoire. La passe à Jason Arnott. Arnott qui s'amène sur le flanc gauche. Le tir bloqué par Roy. 8 tirs au but, 9 tirs au but de chaque côté maintenant. Là, c'est Rob Blake. Une passe qui a failli être interceptée par Desjardins. Là, c'est Jocelyn Lemieux. Le relais à Joey Junot. Junot qui a fait cette belle passe à Raymond Bourque pour le deuxième but. Junot qui joue bien, mais finalement va s'arrêter devant Rob Blake. Et une rondelle qui sera reprise par Jason Arnott. Avec 1 minute 50 secondes à faire dans le match. Il y aura ensuite évidemment les tirs de pénalité. Je ne sais pas combien il y en a là, mais on nous l'indiquera à la fin de la rencontre. Il y en a au moins un qu'on a vu au en moins. tout cas. Et probablement 2. Comme d'habitude, un check ball. Je ne sais pas, on verra. C'est Gilmore. Gilmore, Andrew Chuck. Voilà son tir. La rondelle qui dévie sur un bâton. Et on va se retrouver en territoire neutre autour de Paul Coffey. Québec 2, Ontario 1. Les tirs au but toujours 9 de chaque côté. Descente de Coffey. La passe devant Andrew Chuck. Bellé devant le filet. Et un dégagement très au beau centre but de la de Paul patinoire. Coffey à David Richard qui se retrouvait seul devant le filet, mais Raymond Bourque qui était près de lui. Et c'est Bourque qui a la rondelle. La passe était à Duchesne. Duchesne à Hogg qui fait dévier jusqu'à Danfous, mais Danfous qui n'a pu garder la maîtrise du disque et il l'a perdu. Là, c'est Hogg qui était aux prises avec le joueur, c'était Pat Verbeek. Murphy maintenant, la passe à Verbeek. Verbeek qui s'approche, il a un bon tir et on a tenté de faire dévier, c'est Kirk Muller, mais sans succès. On a retiré le gardien du côté de l'Ontario, donc on joue à 5 attaquants. Mais c'est une stratégie qui pourrait jouer contre eux avec 32 secondes à faire. 32 secondes à faire dans le match. Le Québec qui mène toujours 2-1. Un match excitant jusqu'à maintenant. Et une passe de trop de la part de McIver. Le mieux qui tente un dégagement, annulé par Murphy. 20 secondes à faire dans ce match. Le retour à McIver. McIver, la passe est pour Muller, rejoint par Lefebvre. Lefebvre qui voulait remettre à Hogg. Une passe qui se rend jusqu'à Murphy. Voilà le tir, encore une fois, la rondelle qui dévie sur un bâton. Il ne reste que 5 secondes. Et voilà un dégagement. Et ça, ce sera, si on me permet ce beau cliché, le clou dans le cercueil pour l'équipe de l'Ontario. Ben attendez, il va y avoir des tirs de pénalité. Je ne sais pas combien, là. Alors, le Québec, après les 20 minutes réglementaires de ce match, gagne 2-1. Mais attendez voir. Mais on voit, Richard, comment la victoire est importante. Tous les joueurs du Québec, immédiatement, ont sauté sur la patinoire. Yvan Cournoyer qui encourageait ses joueurs à aller féliciter Patrick Roy. Je ne sais pas si Yvan Cournoyer aspire un jour devenir entraîneur dans la Ligue nationale. Pourquoi Michel. pas? Ben, pourquoi pas? Il prend une expérience dans cette ligue de roller hockey, là. Alors, il y a eu 9 tirs au but de chaque côté. Le Canada a marqué 2 buts. Le Québec a marqué 2 buts. Ceux de Odette et de Bourque. Le but de Bourque pourrait être le but vainqueur, mais il y aura des tirs de pénalité. Ce sera d'abord Vincent Danfous. Vincent Danfous contre Curtis Joseph. Alors, Danfous
La feinte et bel arrêt de Curtis Joseph. Joseph a bougé rapidement. Ah ben Michel, on avait vu juste, il n'y avait qu'un seul tir de pénalité, une seule pénalité. Et nous allons faire une pause maintenant. Vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Alors, c'était l'égalité après 4 tirs entre Paul Coffey et Larry Murphy, l'égalité 2-2. Donc, on est allé en prolongation et nous allons voir maintenant Paul Coffey. Coffey devant Healy, l'arrêt du gardien. Et ce sera au tour de Larry Murphy maintenant. On voit lorsqu'un gardien de but ne bouge pas, ça donne beaucoup moins d'ouverture à l'attaquant. On peut dire que jusqu'à maintenant, les gardiens de but ont eu le dessus sur les attaquants. Leur moyenne est quand même assez bonne. Alors, c'est Larry Murphy contre Van Beesbrook. Le tir, l'arrêt de Van Beesbrook. C'est toujours l'égalité. Encore une fois, Van Beesbrook qui se fait frapper par la rondelle au lieu d'y aller de l'avant vers le joueur qui attaque. Au tour de Paul Coffey maintenant. Le joueur des Red Wings de Détroit. Coffey qui a fait plusieurs équipes. Il a connu ses heures de gloire, surtout avec les Oilers d'Edmonton. Plusieurs Coupes Stanley. Voilà. Et voilà le but de Paul Coffey. Donc c'est Larry Murphy maintenant qui est au pied du mur. Voyons voir. Un Murphy souriant, un genre de confrontation qui lui plaît très certainement. C'est un des rares joueurs des Penguins de Pittsburgh qui participe à cette série. Et voilà, c'est raté par Murphy, c'est la victoire de Paul Coffey. Coffey 4 et Murphy 3. Coffey en prolongation. Les vainqueurs jusqu'à maintenant, Vincent Damphousse, Brendan Shanahan, Jeremy Roenick, Phil Housley, Luc Robitaille et Paul Coffey. Voilà. Ah oui, ben non. Alors Coffey, Murphy encore une fois. Et l'arrêt de Van Beesbrook. Alors, cette séquence-là était préenregistrée, donc...